Monsieur le Préfet, Monsieur le Président et cher Xavier Penta, Monsieur le Président Briand et Monsieur le maire de Tours, que je remercie d'être venu m'accueillir, Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous me permettrez de dire plus particulièrement, cher Jean-Claude Roquier, Mesdames, Messieurs les maires, les présidents de PCI et les élus, vous me permettrez de saluer les élus de mon département de Tarn-et-Garonne, la directrice du SDE 82, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, même si Jean-Claude Roquier, pas plus que Mélanie Fortier d'ailleurs, que je salue également, ne m'ont pas vraiment laissé le choix quant à la décision de venir aujourd'hui à Tours dans ce magnifique palais des congrès, il me tenait quand même vraiment à cœur d'intervenir en conclusion du 36e congrès de votre fédération. En effet, depuis sa création en 1934, et même avant, les adhérents de votre fédération ont œuvré, chacun dans leur domaine de compétences, pour l'aménagement du territoire. Et votre discours, à l'instant, en est la démonstration. Je sais votre importance pour l'électrification, notamment dans les zones rurales, mais aussi pour l'acheminement du gaz, l'éclairage public, la gestion des déchets, la distribution d'eau potable ou l'assainissement. Autant de services publics, aujourd'hui indispensables, autant d'outils pour mener à bien de véritables politiques de développement local. À ces compétences historiques, vous avez progressivement ajouté d'autres missions et su adapter vos interventions aux transitions et aux révolutions en cours, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient numériques. La table ronde qui s'est tenue plus tôt cet après-midi était consacrée aux services publics locaux et à l'enjeu de leur mise en réseau consécutivement aux réformes territoriales. Et vous venez, dans la table ronde précédente, d'aborder largement le sujet de ces réformes territoriales, de la loi NOTRe. Sachez que je n'ignore rien des inquiétudes, voire d'une certaine déstabilisation engendrée par l'adoption de ces textes. Je vous ai écouté et je voudrais vous dire que le maître mot de mon action à la tête de ce ministère est stabilité. Stabilité institutionnelle, stabilité financière. Je reviendrai tout à l'heure, plus loin dans mon discours, sur la stabilité financière, mais je veux d'ores et déjà, puisque vous l'avez abordé, vous parler de stabilité institutionnelle. Pour dire qu'il est vrai que, comme toujours, dans les grandes réformes, parfois dans le débat parlementaire et déjà dans les textes gouvernementaux, on oublie de ci, de là, quelques précisions, des détails nous échappent et que je suis très ouvert à parfaire ces textes si nécessaire et nous y œuvrons avec mon équipe au quotidien, en lien, cher Xavier, avec le Sénat et l'Assemblée nationale, s'il faut, le mot a été prononcé, réajuster un certain nombre de choses, préciser un certain nombre de choses. Oui, nous donnerons de la souplesse et c'est d'ailleurs les instructions que j'ai données au préfet concernant les schémas départementaux de coopération intercommunale. Par contre, je ne crois pas que le report d'un an de l'entrée en application de ces schémas aurait été une bonne chose parce que dans la vie, quand les choses sont compliquées, difficiles, les reporter à plus tard ne fait que les complexifier davantage parce que les uns changent d'avis, les autres hésitent. Donc, je pense que cette loi a été beaucoup débattue. Quoi qu'on en pense, elle est désormais la loi de la République. Nous devons l'appliquer et nous devons nous y atteler. Quant aux intercommunalités XXL, cher ami Leménien, il y en a quand même simplement deux sur tout le territoire. L'une, vous l'avez citée, elle est au Pays Basque. L'autre, elle est dans le Cotentin. Et elles ne sont pas nées de l'imagination du gouvernement ou des préfets. Ce sont les élus qui ont souhaité qu'il en soit ainsi, preuve, s'il en était besoin, de la démonstration que c'est bien les élus qui ont fait les choix de ce schéma d'intercommunalité. Cela aussi, j'y reviendrai. En tout cas, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, cette loi permet le maintien, à travers le mécanisme de représentation-substitution des grands syndicats qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur capacité de mutualisation.
Sur ce point, et votre association a ô combien beaucoup œuvré lors des débats parlementaires, et notre président n'en parlons pas, un compromis équilibré a été trouvé et je m'en félicite. Et c'est d'ailleurs aussi un des maîtres mots de mon action à la tête de ce ministère, de chaque fois que c'est possible, rechercher le compromis et même le consensus. Par ailleurs, la loi prévoit bien le transfert des compétences exercées par les syndicats infracommunautaires vers les nouvelles intercos à fiscalité propre. Vous l'avez évoqué, les petits services d'eau et d'assainissement n'ont pas d'avenir au-delà de 2020, quand cette compétence obligatoire sera transférée aux EPCI. Avec cette réforme, il s'agissait surtout de créer des intercommunalités de taille suffisante. Depuis que nous avons créé les communautés de communes, j'en étais déjà un acteur dans un premier passage aux collectivités territoriales il y a très longtemps, se pose ce débat de l'importance de la taille des communautés de communes pour qu'elles atteignent le seuil critique qui leur permettra vraiment d'avoir les moyens de l'action et du développement. Donc oui, il fallait créer des intercos d'au moins 15 000 habitants, sauf dans des zones particulières, disposant des moyens budgétaires et techniques nécessaires pour exercer efficacement toutes leurs compétences au profit des habitants et bien naturellement en synergie, je pourrais même dire en osmose, avec les communes. Pour le reste, je partage votre constat selon lequel la loi NOTRe permet un véritable débat au niveau des CDCI. C'est ce que nous avons observé avec la présentation des projets, des schémas départementaux à l'automne dernier. Et à ce jour, alors que les arrêtés de projets de périmètre ont été publiés, force est de reconnaître qu'une concertation satisfaisante a été conduite dans la grande majorité des départements, même si, je le reconnais, quelques problèmes demeurent de ci, de là, mais ils sont tellement peu nombreux que finalement, je les suis personnellement un par un et nous arrivons, semaine après semaine, avec les préfets, à trouver les bonnes solutions. À l'échelle nationale et à ce stade de la procédure, qui nous mènera jusqu'à la fin de l'année, ce chantier aboutit à une diminution de 40% des EPCI existants. Ils étaient 2100, ils seront environ 1300 et les SDCI prévoient également une diminution de 18% du nombre des syndicats, parce que parfois, quand j'entends certains discours, on dirait que c'est 80% des syndicats qui sont en train de disparaître. 18%, c'est un premier pas vers une plus grande clarification de notre paysage institutionnel. Mesdames et messieurs, votre tribune me donne l'occasion aussi de rappeler que les EPCI pourront, s'ils le souhaitent, s'associer pour exercer en commun ces compétences. Plus largement, je veux dépasser l'opposition entre syndicats et EPCI à fiscalité propre. Un seul exemple, la loi de transition énergétique qui prévoit la mise en place d'une commission consultative pour la coordination des actions dans le domaine de l'énergie. Elle regroupera tous les syndicats exerçant la compétence d'autorité administrative de la distribution d'énergie et les EPCI inclus dans le périmètre de ces syndicats. Cette instance contribuera à coordonner leur action, à mettre en cohérence leur politique d'investissement et à faciliter l'échange de données. Il découlera de ces évolutions institutionnelles une véritable amélioration de la gestion de ces services publics locaux majeurs et au final un meilleur service pour nos concitoyens et c'est ce que, ensemble, nous recherchons. Cependant, là aussi, je sais les difficultés de mise en œuvre, tant concernant les compétences que les impacts fiscaux et même parfois la gouvernance. Je rappelle que plusieurs dispositifs de souplesse existent et que d'autres seront introduits dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté s'agissant de la compétence PLUI et aussi, si nécessaire, et nous y travaillons déjà, dans le projet de loi de finances 2017. Monsieur le Président, vous avez fortement évoqué, quelques semaines après les graves inondations ayant touché notre pays, la sensibilité de la compétence GEMAPI, la salle s'est exprimée là-dessus aussi, qui, c'est vrai, sera obligatoirement confiée aux EPCI au 1er janvier 2018. Il faut rappeler à ce sujet la volonté du législateur, confier à une même et seule autorité la responsabilité de l'occupation des sols et des mesures de prévention ou de protection contre les inondations. Il y a là un indiscutable progrès par rapport à la situation actuelle, dans laquelle prévention des inondations, gestion des milieux aquatiques et urbanisme sont confiés à des autorités différentes.
Nous savons tous, parce que nous sommes des élus ou des responsables administratifs de premier niveau dans cette salle, nous savons tous que les meilleures digues ne suffiront pas si on laisse construire dans des sites exposés, et nous en avons dans la démonstration à chaque inondation, et encore très récemment où je me suis rendu dans un certain nombre de départements sinistrés et où chaque fois le discours a été le même: on n'aurait pas dû construire ici, on n'aurait pas dû laisser construire là. Je comprends bien sûr que la crainte d'une mise en cause de leurs responsabilités, vous l'avez évoqué, inquiète les élus concernés. Mais il faut être clair, l'attribution de la compétence GEMAPI n'a ni pour objet, ni pour effet de créer une nouvelle source de responsabilité pour les élus locaux. La responsabilité administrative et pénale des maires peut en effet déjà être mise en cause dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police. Ça n'est donc pas une nouveauté. Mais avec la GEMAPI, les EPCI disposeront de meilleurs leviers en gérant directement les ouvrages de protection et en disposant d'une nouvelle ressource fiscale. Il est cohérent et je pense aussi juste que les contribuables locaux participent au financement de cette politique, tout en maintenant à travers les interventions des agences de l'eau ou du Fonds Barnier des moyens suffisants au titre de la solidarité nationale. Ça s'appelle se donner les moyens de sa politique et faire des choix aussi. Mais la solution que vous évoquez, Monsieur le Président, d'une mise à contribution des contrats d'assurance pour financer la prévention des inondations mérite d'être expertisée et je suis loin d'y être défavorable. Le report au 1er janvier 2018, comme souhaité, de la prise obligatoire de cette compétence par les EPCI doit permettre au territoire de se préparer dans les meilleures conditions. Des missions d'appui ont été mises en place au niveau des bassins pour accompagner les intercommunalités. Ces dernières doivent se saisir du sujet sans attendre, il ne faut jamais attendre le dernier moment. Certaines l'ont déjà fait dans des territoires très exposés. Je pense par exemple à Dunkerque, mais je veux dire que moi-même, en tant que président d'une communauté de communes, et je salue d'ailleurs un des maires de cette communauté de communes qui est dans la salle, communauté de communes un peu originale parce qu'il est maire dans le Gers, parce que ma communauté de communes est a la particularité d'être sur 3 départements et 2 régions. Eh bien, nous avons, il y a déjà pas mal de temps, pris cette compétence bien avant que l'on parle de GEMAPI, et je rassure l'intervenant de la salle, nous n'avons pas, pour ce faire, recruté du personnel de manière pléthorique. Nous avons une personne qui gère tout cela, qui est un technicien rivière, qui gère tout cela de la meilleure des manières, et c'est une communauté de communes rurales de 19 000 habitants. Je veux aussi dire un mot, puisque je suis sur les sujets collectivités, de la création des communes nouvelles. La loi de mars 2015 a rendu ce régime très attractif, tant sur le plan institutionnel que financier, tout en préservant l'identité des communes fusionnées. À ce jour, mesdames et messieurs, 317 communes nouvelles ont été créées par la fusion de 1092 communes anciennes. Au Congrès des maires dernier, le président de la République a annoncé que les facilités d'incitation financière pour créer ces communes nouvelles seraient prolongées jusqu'à la fin de l'année. Et dans le cadre de l'examen de la proposition de loi tendant à permettre, sénatoriale, de votre collègue Bruno Sido, tendant à permettre le maintien des communes associées sous forme de communes déléguées en cas de création d'une commune nouvelle, le gouvernement a fait adopter un amendement. Il prévoit, quand je dis le gouvernement, c'est moi qui étais au banc, donc j'ai fait adopter un amendement, enfin j'ai proposé un amendement que les sénateurs ont bien voulu adopter et les députés également. Il prévoit de maintenir le bénéfice du régime des aides au titre du FACÉ, cher Jean-Claude, attribué aux communes rurales sur le territoire des anciennes communes qui s'en trouvent exclues du fait de la création d'une commune nouvelle. Cette disposition dérogatoire est encadrée jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Je sais que c'était attendu par un certain nombre de vos membres. Monsieur le Président, vous êtes longuement revenu, et vous avez raison, sur l'aménagement numérique du territoire. Je veux à mon tour m'y attarder du fait de l'importance de ces équipements structurants qui figurent d'ailleurs parmi les principales demandes de nos concitoyens et des élus. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, mais je veux le répéter parce que c'est la vérité, le numérique comparable à l'accès à l'électricité à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et la génération juste avant la nôtre, en tout cas avant la mienne, s'occupait de l'électrification rurale et d'adduction d'eau. C'était cela, les combats du moment. Ce n'est pas si vieux. Donc, je veux, une fois de plus, souligner
le rôle central des syndicats d'électrification dans cette conquête. Le plan France Très Haut Débit, lancé début 2013, marque un engagement sans précédent, Monsieur le Président, sans précédent. Il vise à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici 2022 et représente un investissement de 20 milliards d'euros partagé entre les opérateurs privés, les collectivités territoriales et l'État. Et je veux simplement rappeler que lors du précédent quinquennat, un autre plan avait fixé l'objectif d'une couverture numérique totale en 2020, hélas, sans donner à personne les moyens de l'atteindre, puisqu'il prévoyait 2 milliards d'euros, 900 millions en soutien aux collectivités sur les zones moins denses et 1 milliard en prêt aux opérateurs privés pour les zones denses. Or, aucun opérateur n'a présenté de demande de financement pour ces zones denses, ce qui montre, au-delà de la faiblesse notoire des crédits accordés, le manque de pertinence de cette vision qui ne faisait pas jouer à l'État son rôle de garant de la solidarité territoriale. À travers le plan France Très Haut Débit, la participation de l'État est portée à 3,3 milliards, intégralement consacrée au financement des réseaux d'initiatives publiques qui représentent 43% de la population, mais 90% du territoire. Alors, moi aussi j'entends les critiques sur la lenteur du déploiement, surtout que l'impatience est à la mode dans notre société. Et je les comprends même, car je sais l'attente forte pour nos concitoyens et pour les entreprises. Mais je veux souligner l'ampleur de ce chantier, tout comme les investissements considérables qu'il requiert sur les plans technologiques, financiers et même humains. Mais alors qu'environ un demi-siècle fut nécessaire pour couvrir, et vous le savez alors vous ici, mieux que quiconque, le territoire en électricité, nous nous donnons 10 ans pour développer le très haut débit. L'effort est inédit. Il permettra en outre de créer 20 000 emplois, 3 000 l'ont déjà été en cette année 2016. Et je veux porter une attention toute particulière au respect des engagements des opérateurs dans la commercialisation de ces réseaux. Lors d'une réunion que nous avons tenue à Bercy avec Emmanuel Macron et regroupant collectivités et opérateurs au mois de février dernier, nous avons réaffirmé les moyens mis en œuvre par l'État pour garantir la qualité des RIP ainsi que les fournisseurs d'accès puissent s'y greffer de manière optimale, notamment grâce à l'harmonisation des tarifs d'accès. Et nous avons rappelé que même si rien ne contraint juridiquement les opérateurs à venir se brancher sur ces RIP, nous ne fermons pas la porte à des conditions plus draconiennes si ces derniers ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire, pour le dire plus clairement, nous leur avons dit que s'ils ne jouaient pas le jeu, car le péché originel a été de négocier les fréquences et surtout le prix de vente de ces fréquences, parce que ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais de ne pas leur faire un cahier des charges suffisamment rigoureux pour qu'ils soient obligés de couvrir tout le territoire. Et donc, ils sont allés naturellement, vous connaissez les grands groupes, là où ils gagnent de l'argent, c'est-à-dire en dehors de la ruralité et des zones les plus fragilisées. Donc, clairement, si nécessaire, nous légiférerons sur le sujet, mais je crois que le message est bien passé. Les relations sont cordiales et confiance, et nous avançons dans la bonne direction. Monsieur le Président, vous prenez des regroupements interrégionaux pour la commercialisation des prix des RIP. Sachez que je n'y vois pas d'inconvénient. Rien ne bloque ce mouvement et les collectivités doivent aller d'elles-mêmes vers ces systèmes plus vertueux. Ces derniers mois, la dynamique de développement de la fibre optique est plus forte dans les zones peu denses. Ainsi, entre janvier et mars, l'ARCEP estime que 224 000 prises FTTH ont vu le jour dans ces territoires contre 151 000 l'année précédente dans les zones très denses. Au total, 2,5 millions de prises ont été déployées sur les RIP, toutes technologies confondues. La bonne dynamique de l'initiative privée dans les zones moins denses a permis de franchir le cap des 9 millions de logements connectés au très haut débit. Les RIP sont désormais en cours de déploiement dans tous les départements, chacun ayant déposé une demande de financement, et nous avons permis l'accélération de l'instruction des projets des collectivités grâce à un abondement du budget de l'Agence du numérique à hauteur de 155 millions d'euros pour 2016. À ce jour, 66 départements sont dans la phase de réponse à l'appel de projet, parmi lesquels 46 ont déjà reçu un accord préalable de financement. 16 autres, plus avancés, sont entrés dans la phase de décision financière, sur lesquels 7 se sont vus communiquer une décision de financement définitive de l'État. Enfin, 18 départements ont déjà pu commencer à exécuter la convention. Ces dossiers de RIP
représente tout de même un montant total d'investissement de 13 à 14 milliards et plus de 7 millions de prises en fibre optique FTTH. Le plan France Très Haut Débit sera assuré à 80% par le recours à la fibre, mais il y a la nécessité de le compléter par d'autres technologies, comme la montée en débit de la DSL, c'est la technologie VDSL2, ou la mobilisation des réseaux hertziens, les technologies LTE et WiMAX, pour assurer la meilleure et la plus complète des connexions partout et pour tous. En téléphonie mobile, afin d'assurer la couverture des zones rurales, nous avons obtenu des 4 opérateurs qui s'engagent à couvrir en 3G environ 300 centres-bourgs encore dépourvus de toute couverture mobile. Ceci est rendu possible par l'engagement de l'État qui prendra en charge la totalité du coût de construction des pylônes, 30 millions d'euros, dans les communes recensées. Et parallèlement, une nouvelle campagne de mesures sera effectuée d'ici cet automne pour déterminer les communes qui n'ont pu en bénéficier afin qu'elles puissent être intégrées à ce dispositif. Les 1400 centres-bourgs qui sont aujourd'hui couverts en 2G le seront en 3G mi-2017 et de plus, l'accord de partage d'installation de réseau 3G dit de RAN sharing permettra d'assurer l'accès à tous les opérateurs. Hors des centres-bourgs, 1300 sites d'intérêt économique et touristique bénéficieront eux aussi du soutien de l'État pour une couverture au minimum en 3G sur une période de 4 ans. Ainsi, 600 sites seront couverts en 2016 et 2017 et l'État a également décidé de réévaluer son niveau de participation en finançant les pylônes à hauteur de 50% et maintenant à 75% pour les zones de montagne pour un montant d'investissement de 42 millions d'euros. Pour assurer l'application de ces mesures, la loi a renforcé le pouvoir de sanction de l'Arcep en cas de non-respect des engagements par les opérateurs et à cette fin, l'autorité de régulation a créé un observatoire des déploiements mobiles. Et je relève d'ailleurs que le PDG d'Orange a récemment dévoilé un plan visant encore à accélérer la couverture fixe et mobile des zones rurales en haut et très haut débit, qui concernera 1 millier de foyers ruraux d'ici un an et 2,5 millions à l'horizon 2019, c'est-à-dire qu'Orange est 3 ans en avance sur les engagements initiaux qu'ils avaient pris. Mesdames et messieurs, d'autre part, lors du comité interministériel ruralité qui s'est tenu le 20 mai dernier, nous avons annoncé une modification du rôle et de la composition des commissions de concertation régionale de l'aménagement numérique du territoire. Concrètement, la compétence de ces commissions sera élargie à la téléphonie mobile et les élus y seront désormais mieux représentés afin de faire état des difficultés rencontrées sur le terrain. Et puisque je mentionnais à l'instant les comités interministériels en ruralité, je voudrais revenir sur certaines mesures qui ont été prises lors des 3 rendez-vous organisés ces 14 derniers mois. Parmi les grands axes, plusieurs décisions, et vous les avez évoquées, Monsieur le Président, viennent renforcer l'accès aux services publics. Je veux à cet égard souligner la démarche innovante que constituent les maisons de services au public, dont certaines prennent même place dans des bureaux de poste. C'est une très bonne solution parce que ça garantit la pérennité et la présence postale et qui connaissent un réel succès. S'agissant de l'accès aux soins, deuxième grand sujet de la ruralité, après ou à égalité avec les services publics, plusieurs actions complémentaires sont menées de front pour garantir l'offre de soins de proximité. Là encore, nous avons innové avec les maisons de santé pluriprofessionnelles qui répondent à une attente de nos concitoyens et des praticiens. 1000 structures seront opérationnelles d'ici la fin de l'année et nous avons décidé au dernier CIR de créer 400 maisons supplémentaires dès 2018. Tout ceci accompagné d'un certain nombre d'initiatives pour renforcer les mécanismes incitatifs d'installation des jeunes médecins. 1500 contrats d'engagement seront signés d'ici à la fin de l'année avec des étudiants ou des internes qui s'installeront, ils s'engagent contractuellement dans les zones où il y a déficit de praticiens et 800 supplémentaires d'ici 2018. Et nous avons aussi décidé d'introduire, et c'était demandé depuis longtemps, une modulation régionale du numerus clausus pour les études de médecine, généralisant des expérimentations menées depuis 2012, tout ceci afin d'améliorer la répartition territoriale des médecins. En outre, dans le cadre de l'élaboration des schémas
d'amélioration de l'accessibilité des services au public qui sont copilotés par les préfets et les présidents de conseils départementaux, nous avons donné aux préfets des départements un droit d'alerte dans l'hypothèse où des projets de restructuration, de réorganisation, de disparition de services publics viendraient contredire l'objectif de ces schémas. Mesdames et messieurs, je ne peux venir devant vous, et je le disais au début de mon discours, et j'y viens en terminant, sans évoquer la question des dotations, on a beaucoup parlé dans la table ronde tout à l'heure, qui est évidemment au cœur des préoccupations des élus. Le président de la République a fait en la matière, s'était rappelé à la table ronde d'importantes annonces lors du Congrès des maires. Il a estimé que la participation du bloc communal au redressement des finances publiques, je ne vous rappelle pas quel était l'état des finances publiques en 2012, pouvait être allégée. Elle s'élèvera donc à seulement 1 milliard au lieu des 2 milliards d'euros prévus initialement. De surcroît, il a annoncé, et c'était demandé depuis longtemps par l'ensemble des associations d'élus, l'instauration d'une loi de financement des collectivités territoriales, et donc à côté du PLF et du PLFSS, il y aura chaque année un PLFC, et c'est dans le cadre de ce projet de loi de finances collectivité que sera menée la réforme de la DGF, qui est donc reportée d'une année supplémentaire. Véritable acte de décentralisation, cette grade de loi permettra de renouveler le pacte financier entre l'État et les départements. Je veux aussi souligner, parce que ça m'intéresse directement, que le président de la République a également décidé de la reconduction du fonds de soutien à l'investissement local, le fameux FSIL, qui était d'1 milliard, qui est porté à 1,2 milliard, dont la gestion est confiée à mon ministère, que j'ai déconcentré auprès des préfets de région et de département, fonds qui peut se cumuler avec la DETR, et puisque je parle de DETR, vous aurez aussi noté que le président de la République a décidé de l'augmenter de nouveau 200 millions d'euros, qu'elle est désormais de 1 milliard et qu'elle aura augmenté de 60% en 3 ans. Le FSIL est cumulable avec la DETR, avec les fonds européens. Il est très souple puisqu'il est mené de manière, il est mené en proximité par les préfets de département, et c'est une véritable réussite puisque nous avons déjà engagé 3 000 projets et 60% de ce milliard, alors que nous sommes à peine à la fin de l'année. Pour l'année prochaine, une première enveloppe de 600 millions d'euros sera consacrée aux priorités d'investissement. La seule condition est que les projets soient prêts à être engagés. Il ne faut pas venir demander du FSIL pour un projet qu'on va faire dans 2 ans, mais si le projet est prêt à être engagé, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun tabou quant aux critères d'attribution, que ce soit les projets de rénovation technique, de transition énergétique, de mise aux normes d'équipements publics, d'accessibilité, de mobilité, bon, bref, les maisons de santé, etc., etc. Et la seconde fraction des 600 millions, pour arriver à 1,2 milliard, sera destinée exclusivement aux ruralités. Et c'est dans ce cadre que nous financerons les contrats de ruralité que j'ai annoncés le 20 mai dernier et qui sont indépendants des contrats de ville. Enfin, le président de la République a lancé le grand chantier de réforme de la gestion du FCTVA. Ça aussi, c'était une demande très ancienne, dont l'archaïsme est à l'origine de coûts de gestion très importants pour les services territoriaux et ceux de l'État également. Monsieur le Président, quelle que soit la forme de vos structures, entreprises ou établissements publics locaux, régies, sociétés publiques locales, SEM, vous êtes des opérateurs respectés, reconnus et les garants du maintien de la qualité des réseaux, spécialement en milieu rural. Et donc, ce faisant, mesdames et messieurs, vous participez à la cohésion de notre pays. Vous avez évoqué certaines innovations en faveur de la transition énergétique ou via les smart grids. Elles apportent la preuve de l'excellence des projets que vous portez. Car oui, je crois vraiment à l'intelligence des territoires, oui, je crois vraiment aux politiques de proximité. Des besoins nouveaux apparaissent dans nos territoires. Nous devons collectivement y répondre en développant les partenariats et de nouvelles formes de coopération par la mutualisation, par la mise en réseau. Je sais votre importance dans ces politiques d'aménagement du territoire. C'est pour vous en remercier et si vous m'y autorisez, vous en complimenter, que je suis venu à votre invitation cet après-midi conclure votre magnifique congrès. Merci de m'avoir convié et bravo pour le magnifique boulot que vous faites.